Hyundai, Jeanlin Automobile à Échirolles vous présente Grand Air. Allez, bonjour à tous, respirez à fond, c'est Grand Air, le magazine de la montagne et des sports de pleine nature de Télé Grenoble. Aujourd'hui, avec nos invités, on va découvrir les multiples facettes du combo, s'offrir quelques tours de manège à sensation et partir en expédition près de chez nous. Voilà, et pour parler de ces sujets, j'ai à mes côtés François Kern et Rémi Loubet. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Salut, skieurs, alpinistes, habitués des expés dans des contrées exotiques comme l'Alaska, la Sibérie ou la terre de Baffin. On va parler dans quelques minutes avec vous de votre dernière immersion hivernale, près de chez nous pour le coup, puisque ce sera dans le massif des Écrins. En face de vous, une figure du vol libre, Antoine Boisselier. Bonjour Antoine. Bonjour. La légende dit que vous avez volé avant de savoir marcher. Est-ce que c'est vrai ? C'est faux. En tout cas, ça fait de très nombreuses années que vous pratiquez le parapente. À côté de vous, un autre parapentiste de haut vol, Elliot Nottier. Bonjour Elliot. Bonjour. Triple champion de France de parapente acrobatique. Vous avez même remporté la Coupe du Monde de la spécialité en 2015. Vous marchez un peu dans les traces d'Antoine Boisselier. On marche dans les traces de la légende, tu l'as dit juste avant. Et puis ouais. Bon, pour se mettre un petit peu en jambes, voilà le genre de pirouette, et c'est le cas de le dire, qui est capable de faire Elliot avec son parapente. C'est un double backflip, on peut l'appeler comme ça ? C'est un double backflip, ouais, tout à fait. À force de voir les copains faire ça en ski et d'essayer de me mettre des grosses tomes, bah, je le fais en parapente. On a un peu plus de hauteur et ça fait pas moins peur, mais on se fait moins mal. C'est pas une figure très académique, ça, Antoine ? Non, ouais, c'est un peu innovant, là. C'est les dernières tendances. Elliot, il est bien dans l'innovation. Bon, avec vous, on va parler du combo. C'est le thème de votre dernier film, Antoine, qui s'appelle Alchimie 2, qui est le deuxième volet de la série Alchimie. Je ne sais pas s'il y en aura d'autres. Vous aviez fait un premier opus il y a 8 ans. Ce film a été présenté à l'automne aux rencontres Ciné-Montagne de Grenoble. C'est quoi un combo ? Le combo, c'est un enchaînement en fait, de plusieurs disciplines dans une suite, on va dire, plus ou moins déterminée. En fait. L'idée, c'est de se déplacer à travers une activité pour aller sur un autre spot sur lequel on va pouvoir faire une autre activité. Donc nous, clairement, on est beaucoup, la base, c'est le parapente qui nous sert de moyen de locomotion grâce aux ascendances thermiques. Et on se déplace et on se pose sur un sommet. Et là, on va faire du ski ou du speed riding. Et on redécolle en parapente pour remonter et enchaîner ou rentrer à la maison tranquillement. C'est pour ça qu'on vous voit avec ces images. Ski au pied, ça peut paraître étonnant quand on fait du parapente, mais c'est pour aller skier en face dans le massif de Beldon. Voilà, c'est ça. On part de Saint-Hilaire, donc côté Chartreuse, et on va aller choisir un sommet, comme ici, à Grande Lance de Domaine, sur Beldon, par exemple. Alors c'est vrai, quand on n'est pas habitué. Là, c'est le grand replan. Là, c'est le grand replan, ouais. C'est les massifs, on voyait le grand colon au fond. Ça permet de pratiquer justement un nombre plus important de descentes dans une journée que si on devait remonter avec des pots de phoque. Pas forcément, mais voilà, c'est un autre plaisir. On va pas Ouais, c'est vraiment le plaisir d'arriver en volant et puis de repérer sa ligne depuis les airs, un peu en mode héliski, quoi, mais en mode En mode pas de budget. low cost. Mais c'est vrai que ça coûte pas cher, il n'y a pas d'essence, il n'y a pas de forfet non plus pour pouvoir... Ouais, là, c'est vraiment un aspect... c'est très grisant parce qu'en fait, on a l'impression d'être totalement libre de nos choix. Tu vois, on n'est pas... Alors qu'on est très tributaire de la météo, donc c'est très rare, en fait, que les conditions soient réunies pour pouvoir faire ça. Oui, ça marche pas à tous les coups. Mais quand ça arrive, justement, c'est ça qui fait que c'est magique, quoi. C'est vraiment très, 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 très bon. Ça marche, c'est quoi le pourcentage de jours dans la saison où vous pouvez aller skier dans Beldon depuis Saint-Hilaire ? Vous arrivez à le quantifier ? S'il y a 5 journées dans la saison qui sont pour faire ça convenablement avec des bonnes conditions de vol et les bonnes conditions de neige, s'il y en a 5, voilà, c'est énorme, quoi, clairement.
Et ça reste des journées marquantes. Elliot, hein, vous aussi, vous avez succombé au combo, notamment chez nous dans le massif de Beldon. Là, on vous voit, je crois que c'est du côté du Collet d'Alvar. Vous partez à la conquête du massif. Et bah ouais, nous on s'est éduqués devant Alchimie 1 et on en est arrivé pendant des années. Et puis le fameux Grand Charnier. Et puis à force d'avoir pris un certain niveau en parapente, à côté de ce qui est aux heures perdues, fait plein d'autres disciplines à droite à gauche, ça nous permet d'aller faire comme les générations précédentes et puis d'aller jouer à notre tour dans la montagne. On voit, vous mixez, la voile en fait vous la décrochez même pas, derrière vous enchaînez les descentes avec la voile dans le dos. Il y a un peu de post-prod quand même dans l'histoire, mais on abandonne une voile par sommet. On repart tout de suite. Non, on s'arrête, on pose, on plie, c'est fait en 3 minutes, c'est fait. Et puis on repart, soit les bâtons de ski à la main, soit voile de speed riding, c'est vraiment pratique parce que disait Tonio, au niveau des conditions, il faut des ascendances et il faut qu'il reste de la neige. Et les conditions, les ascendances, nous ça arrive grâce à la chaleur, le soleil qui chauffe, et ce qui est le pire ennemi au niveau des conditions de neige. Donc le speed riding, ça nous permet d'aller faire des belles traces en ski en ayant une grosse sécurité. Un sac ABS, ça marche bien, mais dans la neige de printemps, c'est pas terrible. Et une voile de speed riding, c'est quand même en faisant gaffe et en s'en servant bien, c'est la meilleure défense d'un skieur en montagne. Alors, ce sont des belles images, ça fait rêver, ça a l'air aussi facile quand on les regarde comme ça, assis sur un plateau de télé. Je vous vois faire la moue. C'est pas donné fatigué. C'est pas donné à tout le monde de maîtriser comme ça du vol et de la glisse. Ouais, c'est ce qu'on explique dans le film hein, aussi. Il y a plein de facteurs à prendre en compte. Donc, il y a les conditions aérologiques, il y a les conditions nivologiques, donc l'enneigement avec notamment risque d'avalanche lié à la surchauffe des pentes. Il y a tous ces facteurs à prendre en compte, puis la connaissance du terrain, là où est-ce qu'on va se poser, et où est-ce qu'on va pouvoir redécoller, et aussi de soi-même, physiquement et mentalement, de se connaître pour aborder ça sereinement, quoi. Donc c'est clairement pas accessible non plus sans prétention aucune, mais c'est vrai qu'il faut connaître, faut avoir un bon niveau technique pour se poser avec les skis. En fait, finalement, on parlait tout à l'heure des gens qui se sont posés au sommet du Mont Blanc avec beaucoup d'inconscience. Le fait d'avoir des skis, ça nous rajoute une marge de sécurité extraordinaire parce qu'on arrive en glissant, donc on peut arriver avec du vent arrière, du vent descendant, n'importe quoi, ça marche. Et c'est pareil pour le redécollage, finalement, ça augmente les possibilités dans la neige de se poser en montagne en sécurité, quoi. Parce que sur la neige, ça amortit. Si on n'est pas tout à fait précis, il n'y a pas de casse, quoi. Alors qu'en été, en montagne, dans les cailloux, ça peut être plus délicat. Alors j'ai en face de vous 2 skieurs alpinistes, Rémi et François. Vous pratiquez pas trop le parapente, non? Pas trop, pas encore. C'est tentant quand même d'atteindre les sommets de Beldon au printemps uniquement par la force du vent. Je sais que Rémi connaît bien la Belle Étoile, qui est un sommet mythique pour les skieurs alpinistes dans Beldon. Voilà, il est là, le sommet de la Belle Étoile. Je crois que c'est Elliot qui va s'y poser tranquillement. Hein. En toute douceur. Attention. Comme une tome. Voilà. Tu vois, c'était ce qu'on t'expliquait, les poser avec les skis aux pieds. La preuve en image. Bon, par contre, la descente est peut-être plus rapide qu'en ski alpinisme. Ouais, il passe vite par-dessus les rochers, ouais, effectivement. Je ne sais pas s'il y a des compétitions d'ailleurs qui combinent la montée, la descente. Non, vous êtes hors concours. Ouais, là, c'est nos compètes, là. C'est que du free, là, juste pour le plaisir. Quand on multiplie comme ça les disciplines, c'est le principe du combo, on multiplie aussi les risques, Antoine, forcément. Ouais, on multiplie les risques. Là, il passe près quand même des barres rocheuses, notre ami Elliot. Hein. Nous, à notre moi, je dirais qu'on les diminue. Moi, de faire du speed riding, d'être tout seul dans la montagne à cette époque-là, juste avec mes skis, mes bâtons, moi, je ferais pas les mêmes lignes. Et puis, j'y mettrais peut-être pas autant d'engagement. Et voilà, le speed riding, ça faisait 1 heure que je montais avec les ascendances, avec mon parapente au-dessus, à bien repérer la ligne que je voulais faire. Une fois qu'on est posé au sommet, on l'a en tête. Ouais, c'est vraiment des disciplines très différentes.
Mais du coup, avec un bon niveau en speed, je suis plus en sécu que juste avec 2 bâtons dans les mains, quoi. Et à l'inverse, ceux qui aiment bien se faire du mal à la montée, généralement, ils sont meilleurs que nous à la descente avec 2 bâtons dans les mains. Donc bon, voilà, après, chacun ses disciplines. Et... Après, voilà, le temps d'exposition aussi, il est un peu moindre, on va dire, parce que nous, on vole beaucoup. Dans l'approche, la montée, en fait, bon, il y a le risque lié aux conditions aérologiques, mais en général, on fait ça quand il n'y a pas beaucoup de vent. Enfin, et puis, on a surtout un bagage, une expérience qui fait qu'on va pouvoir plus ou moins anticiper. Moi, je sais que personnellement, quand je suis en montagne ou en ski de randonnée ou quoi, je sais qu'il y a toujours un risque qui est lié au milieu, qui bouge, hein, on va dire, que ce soit du rocher ou de la neige. Et ça, on n'est pas maître de ça, quoi. Donc, en vol, on a aussi ce petit côté là avec l'aérologie qui est quelque chose de compliqué à appréhender, ouais, bien sûr, puisque c'est un élément qui est invisible. Mais en général, on est quand même loin du relief. Moi, je trouve que la prise de risque, elle n'est pas si élevée, en fait. Après, quand on est sur les skis dans la pente et que là, on peut se retrouver avec une neige, par exemple, trop transformée, où on sent que c'est arrivé. Hein, on se dit, on n'est pas trop à notre place. Bon, là, on va redécoller assez rapidement avec le parapente et s'échapper de nouveau, quoi. Ça, c'est pour ça, ça fait que l'ensemble n'est pas si engagé, mais encore une fois, c'est avec des années d'expérience et de la pratique. Et de la pratique, ouais. Alors, même si il a adopté un peu l'Isère avec le massif de Beldon et Saint-Thierry-du-Touvet, Elliot, vous êtes originaire à la base de Haute-Savoie. Savoie. De Savoie. Bon, il y a un sommet qui est emblématique pour vous, qui est peut-être pas forcément très connu des Grenoblois, c'est celui-là. C'est quoi ça? C'est le Montcharvin dans les Aravis. 2004, il n'est pas si haut que ça. C'est un des points les plus hauts dans les Aravis, mais moi j'ai grandi dans un petit chalet de montagne juste en face. Et la face est a quand même sacrément de la gueule. Et j'ai toujours regardé cette montagne en me disant, putain, si un jour je peux poser là-haut en parapente. Entre-temps, je m'étais mis au speed riding et speed flying, donc même discipline, mais l'été. Donc pas de ski au pied, des petites voiles pour voler vite près du relief. Et puis je suis parti dans l'idée de faire un combo et parapente speed flying. Et les Aravis s'y prêtaient bien, commençaient un peu à regarder comment poser là-haut. Moi, j'y croyais pas du tout. Le padre me disait, tu vas y arriver. Je suis allé, ça a marché. C'est pas la même voile que vous utilisez à la montée et à la descente. Vous avez changé entre-temps. Voile de parapente à la montée, vraiment voile de speed flying, petite surface. On vole en 24 mètres carrés des voiles de parapente. Là, ça fait 12 mètres carrés. Donc, plus de vitesse, plus de maniabilité, et vraiment pas les mêmes styles de vol. Plus de sensations aussi, j'imagine. Sensations différentes, ouais, c'est bien, on varie les plaisirs, quoi. On monte tranquillement et on redescend comme des brutes. On fait des bonnes journées. Puis après, on y enchaîne ce jour-là, on fait toute la chaîne des Aravis, posé à l'étal juste après, des endroits où je me serais fait du mal pour y aller à pied, quoi. Vous allez à quelle vitesse là, quand vous frôlez les parois? Ouais, c'est des voiles, moi je suis pas très... C'est dur de pratiquer tout à très haut niveau, donc le speed flying, je me prétends vraiment pas bon, mais sécu, du coup je prends pas des voiles de toute petite surface, je pourrais voler en 9 mètres carrés. Là c'est une 12 mètres carrés, ça reste quand même relativement gentil. Pour les poser, les décollages, voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on repère où on va poser, mais à 70 km/h des fois, on n'est pas au mètre près, du coup il y a bien toujours des cailloux qui traînent et puis des nids de poules et deux, trois surprises. Donc voilà, 12 mètres carrés, je pose à 30 km/h, 40 km/h en calmant la vitesse. Ça me permet de poser à peu près où je veux et sans trop de bobos. Et rentrer avec mes 2 chevilles à la maison. Bon, le combo, ça se pratique, donc on l'a vu dans nos massifs. Vous l'exportez aussi de temps en temps sur des trips à l'étranger. Antoine, vous étiez il y a quelques mois en Norvège. La Norvège, c'est un endroit qui se prête bien aussi aux belles images. Antoine, vous y êtes allé, pas en volant, mais en bateau quand même. Oui, alors on y allait malheureusement en avion, parce que c'est quand même oui, peu déjà. loin, donc en volant. Mais après, on était basé sur ce voilier, là, Zéro, qui est un voilier taillé pour l'aventure. Et puis avec tous les jouets dans les cales, et en fonction des conditions, on partait ski au pied dans tous les cas pour explorer un petit peu les fjords et les sommets alentours, quoi. Ils ont le pied marin, les montagnards?
Eh ben, pas tous, hein, mais il s'avère que comme on navigue principalement dans les fjords, entre les îles, etc., la mer est plutôt calme. Et en tout cas, cette fois-ci, personne n'est tombé malade. Bon, là, on vous voit en vol au-dessus de ces sommets qui plongent dans les fjords. Vous avez également approché ces sommets par le bas, pas par le haut, mais par le bas, en remontant grâce à la force du vent. Ouais, ça c'est les plaisirs du snowkite, hein, en fait, où une petite voile de kite, donc avec des lignes un peu plus grandes qu'un parapente, nous permet de jouer grâce au vent qui souvent remonte les pentes, en fait, un peu comme un téléski, quoi, perso. On peut remonter au sommet des montagnes comme ça, uniquement en se laissant porter par le Ouais, sa voile et par le vent. quand tout s'enchaîne bien, voilà, c'est ce qu'on aime faire, c'est faire des sommets, les enchaîner, redescendre, continuer, aller voir un peu plus loin, tracer les plateaux et vraiment voir du pays et tout en glissant, quoi. Ça, c'est vraiment très, très agréable. Donc là, c'est une expé de copains. Vous aviez embarqué, Ouais. on va dire, la team de Saint-Hilaire-du-Touvet. En partie, il y avait pas mal de copains du Kira aussi, voilà, qui aiment bien le kite. Donc, on a fait une team un peu mixte et on s'est bien marré. Ouais. Bon, Elliot, j'imagine que vous faites aussi du snowkite dans vos activités. Pas beaucoup de Pas beaucoup. snowkite. Ah, j'ai trouvé un point faible. Beaucoup de kitefoil, mais pas beaucoup sur la neige. Non. Vous avez tendance à décliner en tout cas le concept du combo sous toutes ses formes. Hein. On l'a vu là tout à l'heure avec les skis, c'est assez classique, mais vous embarquez aussi votre vélo par exemple. J'aime vraiment pas marcher, moi, à la montée. Faire du mal, enfin, je me fais du mal autrement, quoi. Faut quand même porter le sac à dos et le vélo. Le cheval, je l'ai pas porté, lui, on l'a laissé à l'atterrissage. Mais, là, c'est encore plus insolite. Mais ouais, on essaie de venir mettre nos bouts de tissu un peu dans tous les sports. C'est sympa, on peut vraiment le combiner avec plein d'activités, donc on essaie de toucher un peu à tout. On va pas passer les années. Hein. Bon, là, pour être honnête, il y a un petit peu de montage Non, sur. Du tout, là. Pas de post-prod, rien. Premier essai validé. Bon, ouais, c'est le seul projet où on a triché. Ouais, où il a fallu un petit peu travailler. Le cheval, on a vu que c'était un plan séquence, il n'y avait pas de trucage. Vous étiez pile poil sur la selle. On va dire que votre combo préféré, c'est voile. Hein, combo préféré, je sais pas. Celui-là était vraiment passionnant. Parapente allié au base jump. C'était un projet qu'Antoine Montan avait fait à l'époque, qui était champion de parapente acrobatique, qui s'était mis au base jump et qui avait fait les premiers infinity tumbling, là, les sauts périlleux en avant, et en se larguant en base jump dans cette manœuvre. 8 ans plus tard, je me suis dit qu'il y avait moyen de le refaire en mettant une petite touche personnelle. À l'infini, je m'étais accroché à l'envers, donc face à la voile. C'était vraiment une belle image. Je rêvais d'avoir cette image où la voile partait devant moi. Et après, on a essayé sur d'autres manœuvres d'accro pour voir un peu comment on se faisait catapulter dans le ciel. On a bien rigolé. Vous faites ça au-dessus de l'eau en cas de problème ou ça ne change pas grand-chose? Alors, on largue tout le temps dans ce projet-là, à chaque vol, je larguais une voile dans le ciel. Pour arriver avec de la hauteur pour la partie sécu, je partais de mon biplace, où je me larguais déjà une première fois pour me retrouver sous la voile d'accro, qui sont des plus petites voiles. Donc, si je décollais de la montagne avec, je serais arrivé plus bas au-dessus de l'eau. Et pour s'accrocher à l'envers, il aurait fallu que je m'accroche à l'envers, que je fasse le décollage, passer les turbulences, accrocher à l'envers. J'avais vraiment pas envie de me faire un dos pour une connerie, hein. Concrètement, ça reste des conneries. Du coup, je m'étais accroché sous mon bi, je me larguais une première fois. Moi, la voile, elle s'ouvrait, j'avais déjà de l'altitude au-dessus de l'eau. J'étais accroché à l'envers, j'avais juste à bien l'ouvrir et puis après, je pouvais faire mes manœuvres et puis me larguer. Donc voilà, pour la partie sécu et pour toutes les voiles qu'on largue dans le ciel, après, elles descendent verticales, les copains... Vous les récupérez qui sont sur les bateaux, nous les récupère, on fait sécher le linge et puis on remonte faire d'autres bêtises. Il n'y a pas de voile d'Elliot qui traîne quelque part dans les montagnes? Non, vous avez toujours tout récupéré? on a toujours tout retrouvé. Vous étiez venu aussi il y a quelques années sur ce plateau nous présenter d'autres images assez insolites. Là, c'était la slackline entre deux parapentes. Vous êtes sur un des deux parapentes, hein, et c'est Julien Millot au milieu. Ouais, on avait déjà un peu poussé la bêtise à l'époque. J'avais rencontré Thibaut Cheval, qui est devenu mon mentor en base jump, qui m'a appris à sauter des falaises. Moi, j'avais l'idée de faire des tyroliennes et des sauts pendulaires entre deux biplaces. On le faisait gamin entre deux arbres. On s'est dit, on va le faire entre deux parapentes. Et il m'a parlé de la highline entre les parapentes.
Tout le monde lui disait que ce serait impossible. On a un peu regardé la partie sécu, voir comment on pouvait s'y prendre pour que tout le monde arrive vivant en bas. Et on a vu que c'était vraiment, vraiment possible. Toujours pareil avec les principes de sécu, de l'altitude, des gros briefings. Et puis bien réfléchir à la cascade en amont. Et ce stunt-là nous a permis de se rendre compte que les biplaces étaient très gentils. Donc les voiles qu'on prend normalement pour faire un vol à deux traditionnel. Et on peut leur mettre beaucoup de force, beaucoup de tension, beaucoup de force, on peut vraiment pousser les limites avec ces voiles-là. Donc on a tendu cette highline et puis après on a eu plein d'idées nouvelles. Dans les idées, dans les bêtises que vous développez depuis quelques années, il y en a également qui se passent sur la neige. Vous faites le clown avec Léo Taillefer. Et ouais, après les Flying Frenchies, j'ai rencontré Léo Taillefer, une grande légende du ski qui est parti dans ces histoires de clownerie. Ça fait 2 ans maintenant qu'on joue ensemble, voilà, le récupérer, qui s'accroche au bout des skis, au bout des cordes, et puis toujours ce principe du combo, de se servir d'une activité pour aider l'autre, et vice versa, et puis voilà, d'essayer de jouer ensemble, varier les plaisirs. Vous les travaillez, vous les réfléchissez longtemps à l'avance, ces enchaînements, ou ça vient spontanément? La voix de la sagesse. Non, en général, ça vient au bout d'une bière ou deux. Il y a les idées qui fusent. Le soir, la veille, quand la météo est prometteuse, c'est là que ça. On a les idées à l'apéro, puis après, on essaye d'y repenser. Quand on part sur des projets un peu folichons, forcément, ça nous trotte dans la tête et que ça nous fait peur à nous aussi. Donc, on réfléchit à tous les aspects, tout ce qui peut se passer, au mieux, comme au pire, et puis essayer d'avoir réfléchi un peu à tout et puis d'être prêt le jour J. Vous êtes ingénieux également, parce que vous testez vos propres systèmes, notamment là, pour le ski. Il faut larguer le skieur au bon moment. Alors les systèmes de largage, ça fait un bon bout de temps. Ça arrive je pense que c'est du skydive, de sauter en chute libre d'avion. C'est des systèmes de 3 anneaux qui sont fabriqués. Je n'étais pas né, je pense, les premiers 3 anneaux. Et puis du coup, on reprend les mêmes systèmes. C'est super fiable. On tire sur le jonc, ça nous largue. Pas besoin d'avoir fait maths sup, maths spé. C'est 100%. 100% de réussite. Bon. Je dirais pas ça parce que tout se passe pas toujours comme prévu. En général, quand on publie des vidéos, on va prendre la version la plus aboutie. Mais j'ai quelques images, Elliot, où malgré les briefings, malgré les répétitions que vous pouvez faire sur le terrain, voilà, ça reste du sport avec sa part d'aléa. Ouais, on se cache pas, on fait tout voir. Hein. Même les ratés, on les fait voir. Ouais, c'est compliqué d'être à 100% de réussite. C'est pour ça que quand on réfléchit à un projet, on réfléchit vraiment. Moi, je pense toujours comment ça va se passer si ça se passe mal. Et puis comme ça, on est un peu préparé. Ouais, là, c'était pas des belles images, tout ça. Ouais, c'est sûr que ça nous est bien arrivé deux, trois mésaventures dans l'histoire. C'est la première fois où il devait me passer au-dessus de la tête entre les ficelles en ski. Léo avait très peur. On avait tous très peur. Donc, on est arrivé avec peu de vitesse et puis c'est pas passé. Bon, on y avait pensé. Moi, je m'étais bien mis en boule pour les cervicales. J'ai eu raison. J'ai pris un taille-fer sur le coin de la tête. Quand on voit ça, Antoine, il y a une vingtaine d'années, vous étiez déjà au top de la discipline. Vous imaginiez que ça évoluerait comme ça, le vol libre? Pas vraiment, non, je crois pas. Enfin, je sais pas en fait, mais c'est sûr que si on m'avait posé la question il y a 20 ans, j'aurais certainement pas répondu comme ça. C'est clair que l'évolution, elle a été progressive. Mais moi, je suis toujours effaré quand je vois les vidéos des yachts. Hein. Mais qu'est-ce qu'il est encore allé chercher, quoi? C'est clair, à chaque fois. Ouais. On se demande ce que la nouvelle génération va pouvoir inventer. Vous leur laissez pas grand-chose, yacht? Ouais, si, encore. Je leur donnerai mon ordi avec la liste de projets. Avec les idées, avec les soirées bières et pas tout sûr ça. que j'aurai le temps tous les faire. Ouais. Bon, en tout cas, c'est spectaculaire et ça permet de donner un sens à l'apéro et à la bière, d'aboutir sur des projets comme ça. Je ne sais pas pourquoi je me tourne vers François
quand je Quand on parle parle d'apéro. de ça. Mais avec vous, on va revenir. Une vengeance probablement. Peut-être. On va revenir à une discipline un peu plus traditionnelle avec vous deux, hein, le ski de randonnée ou ski alpinisme. En ce qui vous concerne, en version exploration quand même, ça fait plusieurs années que vous partez tous les deux dans des terrains d'aventure que vous ne connaissez pas, un petit peu dans des endroits également, on va dire exotiques, mais dans le bon sens du terme. On voit là quelques images. Je crois que c'était en terre de Baffin. Vous êtes allé aussi en Sibérie. Oui, effectivement, ça c'est en terre de Baffin, là, ce qu'on voit là. Et ça c'est en Alaska. Des endroits où il fait en général bon vivre. Hein, Très bon vivre. on peut le dire comme ça. Sont des experts d'exploration, Rémi. Hein. Souvent, vous allez dans des endroits que vous n'avez pas forcément bien identifiés. Oui, c'est ce qui nous motive en fait. C'est d'aller dans des endroits qui ont été peu explorés, encore moins à ski. Et c'est vraiment notre source d'inspiration. Et parfois, on a des très bonnes surprises. Même la plupart du temps, on a des très bonnes surprises. On a été rarement déçus. On a souvent froid, parfois trop chaud. Mais la plupart du temps, on s'amuse bien. Vous parliez des bonnes surprises, il y a eu des mauvaises aussi. La dernière aventure en Alaska en 2018 a failli mal se terminer pour vous. Oui, c'est ça. On a eu un gros pépin. On appelle ça un carton rouge avalanche. Et ça s'est pas très bien terminé pour moi. J'ai été rapatrié. On a eu une très mauvaise météo sur cette expédition en Alaska. On a eu beaucoup de neige. On a très peu skié. Et la deuxième sortie de ski s'est soldée par ce carton rouge. On essaye d'en tirer maintenant les conclusions parce qu'on a forcément fait une bêtise à un moment donné. Donc ça nous a servi de leçon. On réapprend petit à petit à reskier plus sereinement. Et voilà, ça fait partie de la vie en montagne. Heureusement, ça s'est très bien terminé. 4 mètres de neige, je crois, qui étaient tombés en quelques jours sur cette expé. Ouais, effectivement, on s'est un peu retrouvé en Alaska. On croyait partir en Alaska et puis en fait, c'était vraiment l'Alaska. C'est réputé, hein, on le sait à l'avance qu'il va neiger là-bas. Et voilà, on a passé 2 semaines dans notre camp à regarder la neige tomber et puis à l'enlever parce qu'elle tombait sur nos tentes. Et puis quand il a commencé à faire beau, on était un petit peu trop excités, on est sortis quand même. Et puis donc effectivement, le couloir où on était en train de remonter pour skier est descendu avant nous et en emmenant Rémi avec lui. Donc on l'a retrouvé un peu plus bas et tout cassé. Donc gérer un secours au fin fond du massif du Denali à 45 minutes d'avion avec peu de secours, peu d'hélico, peu de connexion, c'était un peu compliqué. Un peu effrayant aussi. Mais ça s'est finalement effectivement bien terminé. Rémi a une petite broche dans l'épaule, c'est un petit souvenir de ce périple. Hein. Un petit peu de métal, ouais. C'est important de le garder justement pour garder cette piqûre de rappel en permanence. Et ouais, le voyage en Alaska, c'est particulier parce qu'on a l'habitude, on sait que les périodes d'attente amènent souvent à une frustration qui peuvent amener à certains accidents. On en était largement conscient, mais on est allé un petit peu vite en besogne. C'est un peu le piège du beau temps et de la bonne neige. Et de la fenêtre météo, exactement. Alors, votre dernier périple, vous l'avez organisé près de chez nous, à la maison, j'ai envie de dire, l'hiver dernier, dans le massif des Écrins. Je ne sais pas s'il n'y a pas moins de risques, d'ailleurs, l'hiver dans les Écrins, de prendre une avalanche, mais vous êtes parti de la maison, de la vallée de la Bérarde, hein, que beaucoup d'alpinistes connaissent bien. L'hiver, il n'y a pas de route, hein. C'est recouvert par la neige. La route, elle est toujours là, mais sous la neige. On ne peut pas y aller en voiture. Mais on ne peut pas y aller en voiture, ni en bus, et en vélo, c'est compliqué. Du coup, on est monté en ski en tirant notre petite maison. Alors on avait planqué du matos à la Bérarde avant la fermeture de la route pour pas avoir à tout trimballer jusqu'en haut. Et puis donc on a pris une grosse journée pour monter un peu plus haut dans le massif sur la zone du Carlet. Et puis de là, on est resté sur le secteur une dizaine de jours pour skier en hiver, là où d'habitude on vient au printemps ou en été. Mais skier complètement différemment parce que comme si on était en expédition en fait, donc en autonomie complète, puisque malgré ce qu'on peut croire, il n'y a pas du réseau partout en France, et il n'y en a pas là-bas. Il n'y en a pas non plus en spéléo d'ailleurs, si vous voulez essayer. C'est vrai que sur Terre, ça marche moins bien. Et du coup, voilà, sans information, sans météo, sans contact, sans trop de topo, et puis sans info sur les conditions, puisque
comme personne ne va là-bas, on est à débarquer mi-février. À mi-février, personne n'est encore venu dans le massif. Ah, il est sauvage et désert à Et cette c'est période. vraiment désert. Ouais. C'est ce côté désert là qui est le plus déconcertant, c'est qu'on a l'impression d'avoir le massif pour nous, d'être à l'autre bout du monde, alors qu'on n'est pas très très loin de chez nous. Oui, il y a vol d'oiseaux, il y a quelques kilomètres de Grenoble. Et puis c'est un massif sauvage, hein. On est en parc national, il n'y a pas d'hélicoptère qui nous survole, et on se sent un peu seul. On est très bien hein, en groupe, mais c'est déconcertant. Bon, c'est un beau terrain de jeu, les écrins, l'hiver, on vous voit là en train de faire quelques belles descentes. Effectivement, là, on ne se bat pas pour faire la trace. Ah non, bah non. Si, à la montée. À la montée, peut-être. Ouais, on se bat entre nous pour faire la trace à la montée. Mais pour la faire, nous, on n'est pas comme les parapentistes, nous, on aime bien. Mais ce qui était marrant, c'est que là, Là, ce qui est marrant, c'est qu'on est resté une dizaine de jours et en fait, il n'a pas neigé pendant ces 10 jours. Il y avait des traces de partout, mais c'était toutes nos traces. Donc, ouais, ça, c'était marrant aussi de savoir qu'on avait mis nos skis sur tous les coins de ce vallon. Même si vous étiez donc près de chez nous, c'est pas impossible de découvrir des endroits qui n'ont pas été skiés. Ça a été votre cas, hein. Vous aviez repéré quelques lignes qui vous paraissaient inédites. Alors, on y traîne pas mal au printemps là-bas. On n'est pas les seuls. Hein. Y a plein de trucs qui se font en pentraide. Il y a des trucs qui se font plus trop parce que les conditions se présentent plus trop dans les dernières années. Et puis il y a des choses qui n'ont pas trop été faites ou alors sur lesquelles personne n'a d'infos. Donc des fois on fait nos petites enquêtes, on creuse, on cherche. Et là on a trouvé une ligne en fait qu'on n'avait même pas observée par le passé parce que on pense qu'elle n'est pas en condition à d'autres moments de l'année, qu'elle est exposée plein est en fait. Du coup on pense que le reste de l'année, enfin du printemps en tout cas, elle est complètement sèche. Et tôt en hiver, personne ne vient. Donc on avait trouvé cette ligne, on l'a repérée en skiant dans le glacier long et dans le vallon de Coste-Rouge. Donc là, on voit quelques images de cette ligne, on la voit d'en face, elle est très très bien dessinée à cette saison. Et en fait, c'est une ligne qui est finalement ultra logique, avec une vraie esthétique, parce qu'elle sabre vraiment la face en deux. Elle descend du col du Chéret jusqu'au vallon. Et elle est vraiment super belle, c'est bien raide, c'est sous des grandes barres, donc c'est super beau. Et donc effectivement, on est allé jouer dedans, on n'a trouvé aucun équipement, donc on a équipé nous-mêmes le petit rappel qu'on avait, le petit ressaut rocheux qu'on avait à franchir. Et puis là, on est rentré de là-bas depuis 6 mois, on a continué à enquêter, on a demandé aux gens du coin, aux gens du parc, aux gardiens et tout, et personne ne connaît effectivement. On cherche encore. Peut-être qu'avec la diffusion de l'émission, on aura une bonne surprise. Si quelqu'un a skié ce couloir, il devrait s'en souvenir parce qu'il y a quand même ce rappel pour sortir qui est pas anodin. Donc, il ne peut pas être passé là par hasard hein, si quelqu'un est venu avant vous. Hein. Non, si c'est perdu, c'est qu'il est perdu souvent avec des cordes assez longues dans son sac. Ouais. Et, bon, en attendant que quelqu'un se manifeste, on considère que c'est une première que vous avez réalisée dans les écrins. C'est raide, là on voit la sortie en rappel forcément pentue. Il y a des passages à peut-être 50 degrés, donc c'est pas de l'ultra raide, puis c'est pas les 50 degrés sont pas tout le long de l'itinéraire, ça reste du bon ski. On a fait plus raide par ailleurs. Mais voilà, la pente, c'est pas forcément l'attrait le principal, c'est le côté esthétique qui nous attire le plus forcément. Puis ce qui était vraiment sympa là aussi, c'était de jouer à explorer en fait. Il n'y avait pas un topo, il n'y avait pas des infos des copains qui ont pu passer à d'autres moments. C'était vraiment jouer à explorer, à se promener dans le massif, voir un truc, se dire allez on va aller jouer là-bas, on va essayer. Et c'était ça vraiment qui nous a plu et le plus excité finalement. Parce que pour autant si on apprend que quelqu'un d'autre l'a fait, on dira bah, trop bien, comment t'es passé, à quel endroit t'as mis ton relais, on l'a pas vu. Et ce sera plus marrant encore. Mais ce qui était vraiment sympa, c'est d'explorer, c'est de jouer. Alors ça a dû vous rappeler, François, une autre descente que vous avez fait près de chez nous, dans le massif de Belledonne, sur une des parois imposantes du massif, hein, le Ferrouillé, c'est celle-là qu'on voit. A priori, ouais. Quand on la voit comme ça, on n'a pas l'impression qu'on peut descendre à ski. Bah si, on voit bien là. Ah oui, il y a des flèches. C'est vrai. Ça, alors ça, c'est pas une photo de quand on l'a skié. Celle-là, c'est oui. La veille. Mais effectivement, c'est un projet qui m'appartient un peu. C'était celui de Boris, mon compagnon du jour. Et lui il repérait ça depuis super longtemps. On travaille tous les deux à crawl et on l'a sous le nez tous les jours, donc tout l'hiver on voit cette ligne et lui ça faisait plusieurs années qu'il m'en parlait, qu'il me disait il faut absolument y aller, il faut y aller.
Et moi, depuis quelques temps, je lui disais au début, ouais, tes plans foireux, j'ai pas très envie. Et puis un jour, il a réussi à me convaincre, on y allait, il s'est mis à pleuvoir, donc on a buté, on n'est pas rentré dans la face, on a fait demi-tour. Et le lendemain, il a encore insisté. Du coup, on y est finalement allé, et c'est vrai que la ligne, elle est complètement majeure. Pour le coup, elle est très très raide, et elle est très complexe à skier parce qu'elle est sous un système de contrepente qui prend le soleil et du coup qui projette. Donc on voit bien tout le long de la pente, elle est très goulottée. Et donc trop tôt ça purge et c'est dangereux, trop tard ça vitrifie et c'est un petit peu compliqué. Donc c'était un truc assez compliqué à skier, mais super beau. Et là c'est pareil, c'est de l'exploration. À chaque mètre on savait pas trop où on allait arriver, ce qu'on allait trouver. Et c'est vraiment classe. Ouais. Bon, là aussi, on peut lancer un appel si quelqu'un l'a faite avant vous. Ouais, c'est vrai. Mais si quelqu'un l'a faite, on veut bien savoir à quel moment, à quelle saison de l'année, parce que c'était vraiment pointu le moment. Antoine parlait tout à l'heure de 5 journées dans la saison où on peut réussir à faire des combos et tout ça. Une pente comme celle-ci, voilà, en quelques années d'observation, c'était à peu près le premier créneau qu'on voyait, quoi. Et vous l'avez saisi. Bon, je serais bien content de le voir d'ici, parce que les pentes comme ça qui fuient à plus de 55 degrés, c'est pas forcément les choses qui m'attirent. On se fait peur dans des passages comme ça? On pense à la chute, ou on est concentré uniquement sur ce qu'on doit faire? Je pense il faut avoir peur, parce que sinon c'est qu'on se rend pas compte du danger, je pense, si on n'a pas peur. Mais après, le truc, c'est de pas se faire emporter par la peur. C'est toujours un peu la même chose. Si la peur, elle prend le dessus, il faut tout arrêter, il faut pas faire ce genre de choses. Il faut juste essayer de rester un peu maître du truc. Et puis, pas dépasser la limite, quoi. Mais oui, si, c'est super impressionnant. Ouais. Et là, c'était bien vitrifié, ça brillait. Donc on sentait bien sur les photos qu'on n'était pas dans la poudreuse, là. Ah non. C'était pas la. Mais je pense même dans la poudre, là, ce serait pas forcément marrant non plus. Parce que ça tomberait d'au-dessus, ça partirait en dessous, ce serait pas terrible non plus. Allez, j'ai quelques images également qui concernent Rémi cette fois et sa dernière expédition au Groenland. On repart dans le Grand Nord avec une première réalisation. Rémi, souvent les montagnards se mettent, pour certains, c'est le cas d'Antoine, à la réalisation de films. Et vous, ce sont vos images et votre film qu'on est en train de voir là. Oui, alors c'est avec les moyens du bord. En fait, on est parti avec le groupe Excellence Ski Alpinisme de la FFCAM. On est parti en exploration au Groenland. On était nombreux, du coup, c'est pas évident de caler une grosse période dans les agendas. On est parti au mois d'avril. Peut-être un peu tard dans la saison, non, par rapport à... cette année, forcément, c'était trop tard, en fait. On en a entendu parler. Effectivement, le printemps en Arctique a été particulièrement chaud et humide cette saison. Et nous, on s'est retrouvés à être sous la pluie, en fait, sur la banquise. Donc, c'est un petit peu déprimant d'être sur la banquise, donc sur la mer gelée, et de prendre la pluie. Du coup, ça amène des images un petit peu surprenantes où il y a vraiment des flaques d'eau, des mares et des torrents qui s'écoulent sur la banquise. Bon, heureusement, dès qu'on a pris un petit peu d'altitude, qu'on est remonté sur les grands glaciers du Groenland de cette côte est, on a trouvé de la bonne neige, de la neige fraîche. La météo était compliquée, mais on a eu quelques très beaux créneaux et ça nous a permis de découvrir et d'avoir un peu un œil sur l'immensité du Groenland. Donc c'était une chouette traversée, en fait. On faisait un itinéraire en ski poulka, puis dès qu'on avait un peu de temps et que les conditions s'y présentaient, on arrivait à skier vraiment en mode ski alpinisme à droite et à gauche. Donc voilà, c'est une équipe de compétiteurs à la base qui part 1 an sur 2 en exploration. C'est une sélection nationale. Et c'est bien d'allier la vitesse des compétiteurs avec le côté technique de la haute montagne. La vitesse apporte une certaine forme de sécurité. Et non, c'était un chouette projet. Mais voilà, je reviens un petit peu aux écrins. Là, c'était 1 mois seulement après le retour de l'expé dans les écrins. Et moi, personnellement, ça m'a fait beaucoup réfléchir sur les expés, qu'est-ce qu'on a à y faire, sur l'éloignement. Parce que là, au Groenland, on a eu des conditions difficiles au niveau météo. On s'est retrouvé souvent bloqué, alors qu'on avait une période de voyage qui était très courte. Et on se dit, waouh, on s'est déplacé, on a traversé une partie du monde juste pour venir skier là, ces quelques jours. Alors que finalement, tout près de chez nous, on a du gros potentiel. J'aime bien les deux, j'avoue que je ne peux pas cracher dans la soupe, hein, c'était très bien le Groenland. Mais voilà, ça fait un petit peu réfléchir sur notre pratique. Vous avez déjà prévu la prochaine destination? Ce sera Chartreuse ou ce sera Vercors? Non, on a d'autres idées encore, mais un peu plus loin, ouais. Mais pas extrêmement loin. Bon, vous viendrez nous raconter ça oui. Une fois que ce sera réalisé. Antoine, j'ai une dernière image pour vous, une dernière séquence, puisque vous êtes un spécialiste du vol bivouac, capable de faire des centaines de kilomètres.
pour aller vous balader avec votre voile. Alors là, on vous voit au-dessus de chez nous, c'était à la Dent de Crolles. Ça faisait partie d'un long périple que vous aviez entrepris pour traverser les Alpes sur un concept un peu particulier. Ouais, donc c'était il y a 2 ans déjà. J'ai eu ce projet. Enfin, le projet que j'avais, c'était un rêve de gosse, puisque Didier Favre avait réalisé ça en deltaplane, donc dans les années 90. Il a donné naissance au vol bivouac en se baladant avec son delta, en se posant en montagne et continuant de jour en jour. Et c'est un peu ce que j'ai reproduit avec l'idée de faire un film avec des rencontres, ponctuées de rencontres et de vols en montagne. Et en fait, c'était une super aventure personnelle et aussi humaine, parce que j'ai fait des très très belles rencontres tout au long de mon périple, qui m'a emmené donc de Saint-Hilaire en Chartreuse jusque sur la côte adriatique en Croatie. Vous avez fait tout l'arc alpin, 750 km. Ouais, exactement. Belle balade. Très belle balade, ouais. Vous avez d'autres projets sur ce même concept? Ouais, j'espère qu'au mois de juin, je partirai donc pour la traversée des Pyrénées, donc cette fois-ci de l'océan à la mer Méditerranée. Sur le même principe, on ira taper chez l'habitant en fonction de où on se pose. Ouais, je pars en mode très léger. Oui, certains, partent en autonomie complète. Moi, j'ai dit non, je pars sur les autres. En dépendance totale. C'est bien aussi, puis ça fonctionne, puis ça permet de rencontrer du monde. Bon, s'ils attendaient d'aller taper chez l'habitant au fin fond des écrins en plein hiver, à mon avis, ou du Groenland, c'était pas gagné. Ouais. Bon, merci en tout cas à tous les 4 d'être venus sur le plateau de Grand Air. Nous, on va se quitter en images, comme c'est la tradition dans cette émission, avec encore quelques clowneries d'Eliott et ses blabla boys, on va les appeler comme ça. À très vite dans Grand Air. Hyundai, Jeanlin Automobile à Échirolles vous a présenté Grand Air.